droite une image prise avec le télescope spatial, on voit effectivement très clairement les deux noyaux, je n'ose pas m'en aller avec les deux noyaux des deux galaxies en rouge, et vous voyez au milieu une zone tout à fait obscure où il ne semble que rien ne se passe. Mais en fait, c'est à cet endroit-là que se sont rencontrées les masses de gaz venant des deux galaxies. Donc, quand on a pu pour la première fois regarder dans l'infrarouge, ce qu'on a fait, je participais à ce travail avec la caméra ISOCAM sur le satellite ISO, on a vu qu'en fait, la région la plus lumineuse était celle qui était entre les deux noyaux. Et par la suite... Ah, merci. Bon, par la suite... Comment ? Le laser, ça éblouit. Ah bon? Non, mais je m'en servirai pas beaucoup. De toute façon, moi, j'adore faire ça non plus. Il ne faut pas que moi, je le regarde. Donc, j'ai vraiment des problèmes avec ça. Et là, vous voyez une image qui a été prise à une longueur d'onde un peu plus courte par Spitzer, un autre satellite dans l'infrarouge. Et là, vous voyez aussi que cette zone intermédiaire est de loin la plus lumineuse. C'est là qu'a lieu la flambée de formation d'étoiles. Je n'ai pas pu éviter de vous montrer cette image très très récente obtenue avec le grand interféromètre millimétrique et submillimétrique ALMA, dont je vous reparlerai à l'instant, qui ne marche pas encore complètement, qui va avoir à terme 66 antennes, mais voilà ce qu'on a pu faire avec seulement 16 antennes. Et là, c'est différent. Là, ce qu'on vous montre, c'est le gaz plus froid. Et vous voyez qu'on peut en voir vraiment tous les détails dans cette galaxie des antennes. Comment se passe une rencontre entre deux galaxies? Ça fait longtemps que l'on fait des modèles. Les frères Toumeret avaient été les premiers à mettre ce genre de choses, où on met deux galaxies qui vont se rencontrer, deux galaxies spirales. Et là, ce sont des galaxies, on a supposé, qui n'ont que des étoiles. Ce qu'on voit, c'est vraiment l'effet de la gravité des étoiles, d'une étoile sur les autres étoiles. Et vous voyez que les effets de marée mènent à la formation de ces grandes antennes, comme vous avez vu dans les antennes, et que les deux noyaux finissent par entrer en fusion. Je vais vous montrer... Cette fois-ci, un autre exemple. Et ici, ce que je vous montre, c'est un peu l'inverse. C'est une galaxie qui se promène tranquillement, mais ce qu'on vous montre ici, c'est le gaz dans les galaxies, et pas les étoiles. Et là, c'est donc une simulation beaucoup plus compliquée, qui a tenu compte à la fois des étoiles et du gaz. Et donc là, vous voyez ce que fait le gaz de chacune de ces galaxies. Donc elles s'éloignent, elles sont réattirées, et c'est la danse de la mort, puisque nous n'aurons plus une belle galaxie spirale. Vous voyez que tout se réunit dans son centre. Et on finit avec quelque chose qui vous rappelle quoi? Eh bien, évidemment, une elliptique. Donc, ça fait longtemps que l'on pense que les galaxies elliptiques celles que je vous ai montrées tout à l'heure, en particulier les grosses galaxies elliptiques qui sont au centre des amas de galaxies. Au centre des amas de galaxies, c'est exactement un endroit où la matière s'est assemblée et a exercé une forte attraction gravitationnelle. Toutes les galaxies ont voulu tomber dedans, et quand des grandes galaxies se rencontraient, ça pouvait faire une galaxie elliptique. Sur quelle échelle de temps, à peu près? Le million d'années, le milliard d'années? Non, c'est les centaines de millions d'années. Rapide. Des centaines de millions d'années. Ah, des centaines de millions. Centaines de millions d'années. Non, centaines de millions d'années. Le processus complet, jusqu'à la fin, c'est peut-être 1 milliard. Ça peut aller jusqu'au milliard d'années. Alors, un autre exemple de ce qui reste après une collision de galaxies, c'est un objet que vous connaissez probablement, Centaurus A, qui est peut-être ce qu'on appelle un noyau actif, c'est-à-dire une galaxie qui a en son centre un noyau qui est un trou noir très massif,
et qui donne lieu à des processus de haute énergie, à émission de rayons X, de rayons gamma et peut-être de particules de haute énergie. Et donc vous voyez que ça résulte probablement là aussi de la collision de galaxies. Il me semble que là j'avais un... Alors les noyaux actifs, c'est finalement, nous pensons aujourd'hui, des grands trous noirs au centre de galaxies autour desquels il se passe des choses. Si vous avez un grand trou noir mais qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien qui lui tombe dessus, et bien vous n'en savez rien, il n'y a rien qui vous annonce sa présence. Si par contre vous avez de la matière qui tombe sur un trou noir, elle va, comme elle a un certain moment angulaire à respecter, elle va se mettre à tourbillonner autour du trou noir. Le gaz... Il faut appuyer sur le bouton. Le bouton. Oui, je pense que c'est vous qui l'avez éteint. Non, il y a un bouton. Ah non, ça va. Ah oui, d'accord. C'est assez incommode à tenir. Non, je reconnais. Je ne sais pas très bien par où tenir. C'est parfait, je vais le tenir. Vous êtes sûr que je ne peux pas le... Je vais essayer, mais ça. Je pense que je serais beaucoup plus à l'aise si je fais... Non. Bon, allez. J'arrive pas, du coup, je crains que je n'arrive pas à le garder à la bonne distance. Je dois aller trop fort et trop doucement, non? Ça va? Bon, ok. Je ne suis pas à l'aise. Donc, vous avez le gaz se met à tomber en spiralant et les diverses parties du gaz se frottent les unes aux autres, ce qui amène à un grand échauffement jusqu'à des températures qui font que le gaz se met à émettre des rayons X. Et puis il y a aussi, dans tout ce type de mouvement, des créations de champs magnétiques et de l'accélération de particules qui s'accompagnent d'émissions de particules de haute énergie, genre rayons cosmiques, et de rayons gamma. Et donc on a dans ce cas-là un noyau actif. Donc une façon d'observer les noyaux actifs, c'est d'aller dans l'astronomie gamma, c'est ce que fait le satellite Fermi, qui est un satellite qui vole depuis plusieurs années, qui est en train de donner d'excellents résultats. Mais très très vite, le satellite Fermi a pu faire une espèce de carte générale du ciel. Donc vous savez comment on fait dans ce cas-là, on fait une carte générale du ciel en tournant comme ça, puis ensuite on la découpe et on la présente comme ça. Donc vous avez au centre la région centrale de notre galaxie, et puis aux deux bouts, en fait, les deux extrêmes qui devraient se rejoindre. Ça devrait faire un anneau. Et toute cette zone centrale, donc, avec beaucoup d'émissions de rayons gamma, c'est notre galaxie, et cette émission gamma est surtout due aux interactions entre les rayons cosmiques et le gaz dans le milieu interstellaire. Et au-dessus et au-dessous, vous avez des noyaux actifs bien connus, bien répertoriés, observés d'abord aux ondes radio, et puis ensuite à beaucoup d'autres longueurs d'onde, et dont on s'imaginait évidemment que Fermi allait les voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ne regardez pas le petit bruit bleu et noir, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est les petits points que vous voyez s'allumer. Regardez passer le temps, 8 octobre, nous sommes en août 2008, septembre. Donc vous voyez, tous ces points qui s'allument et qui s'éteignent, c'est en quelques jours. Donc dans cet univers, encore une fois, que l'on croyait immuable, on voit que ces noyaux actifs sont en train de changer absolument tout le temps, dans une échelle de quelques heures ou quelques jours. Alors y a-t-il un lien entre cette fusion de galaxies que je vous ai montré tout à l'heure et les quasars? Eh bien oui, on pense que c'est de la fusion de galaxies spirales, qu'il y aura les flambées de formation d'étoiles dont je parlais. Ceci résume ce que je viens de vous raconter. Et puis, lorsque vous avez cette très forte formation d'étoiles, on dit que la galaxie se met à émettre très très fort dans l'infrarouge, parce que toute l'énergie émise par ces étoiles est transformée par la poussière en infrarouge. Donc on dit que ça devient une galaxie extrêmement lumineuse dans l'infrarouge, qu'on appelle un ULIRG. Et puis, quelques-unes de ces grosses étoiles se mettent à exploser et à former des supernovas, et
à envoyer donc de l'énergie plutôt pour repousser la matière. Et du coup, la matière se met à repartir vers l'extérieur et tout ce phénomène de formation d'étoiles et d'accumulation de matière au centre s'arrête. Mais on reste avec un quasar, et puis petit à petit, la matière finira de tomber dessus, le noyau sera plus actif, et ça pourrait être une galaxie elliptique sans forcément un noyau actif, mais qui a toujours évidemment un trou noir en son centre, un gros trou noir. Une autre façon de former ce genre de choses serait non pas de partir de deux grosses galaxies spirales du même type, comme dans les simulations que je vous ai montrées, mais de beaucoup de petites galaxies. Parce qu'encore une fois, quand on va former cet amas de galaxies, vous avez un puits dans lequel la matière s'accumule et qui attire tout, donc